Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous de l'information. Pour commencer, nous irons à la primature. Le chef du gouvernement a échangé avec le PDG du groupe Orange. Stéphane Richer a réitéré à Patrick Achi l'engagement du gouvernement du groupe Orange dans la digitalisation de la Côte d'Ivoire. Et pour rappel, Orange Digital Center, un écosystème dédié au développement des compétences numériques, a été inauguré hier. Un poste de sécurité attaqué dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. 2 morts, c'est le bilan de cette attaque. Les assaillants n'ont pas encore été identifiés. Une enquête est en cours. Les populations sont consternées. Et puis nous irons dans le département de Tia-Salé pour parler de la souffrance des habitants du village de Brekin. Comme vous le verrez dans ce journal, pour accéder aux services sociaux de base, elles sont obligées de traverser le fleuve Inzi, parfois au prix de leur vie. Le président directeur général du groupe Orange, Stéphane Richer, est en visite en Côte d'Ivoire après l'inauguration de Orange Digital Center hier à Cocody. C'est à la primature qu'il a déposé ses valises aujourd'hui pour un échange avec le chef du gouvernement. La situation du groupe Orange Côte d'Ivoire, l'engagement de ce groupe dans la digitalisation de notre pays ainsi que l'économie numérique étaient au centre de cette rencontre. On en parle avec Pierre Dipomelin et Fulgence Kissidou. Couverture du réseau de l'Internet et de la téléphonie, formation des jeunes, création d'emplois, la cybercriminalité et la digitalisation de l'économie sont entre autres les sujets abordés au cours de cette rencontre entre Stéphane Richer, président directeur général du groupe Orange, et Patrick Achi, Premier ministre ivoirien. Une rencontre qui intervient moins de 24 heures après l'inauguration d'Orange Digital Center. Ce qui se dégage de tout ça, je crois, c'est qu'il y a une relation très forte, un lien très fort entre le groupe Orange et Orange en Côte d'Ivoire et les autorités ivoiriennes. Je crois qu'on veut vraiment être un partenaire stratégique dans le long terme. Je pense que la clé du développement de ce pays, c'est le numérique aussi, c'est la digitalisation de la société. On voudrait prendre toute notre part, pas seulement en construisant des réseaux, mais aussi en investissant dans l'innovation, dans les jeunes entreprises, dans la formation des jeunes. La digitalisation de l'économie est un des axes stratégiques du gouvernement ivoirien dans son programme de développement à cause de son impact considérable sur toutes les branches de l'économie nationale en termes d'innovation, de productivité et d'accélérateur de croissance. Pour ce faire, le pays s'est engagé dans le déploiement de la fibre optique sur toute l'étendue du territoire national. Le bureau du Sénat fait peau neuve. Dans le cadre du renouvellement de ce bureau, 2 sénateurs issus du RHDP ont fait leur entrée. On en parle avec Pierre Dipomelin. Fanny Moussokoura, Chantal, Gay Boniface, tous les 2 du RHDP sont les nouveaux entrants dans le bureau du Sénat qui connaît son renouvellement après les élections sénatoriales partielles et suite aux décès et démissions enregistrés. Le nouveau bureau, avec à sa tête Ajano Oussou-Kouadio, président du Sénat, s'est réuni et a procédé à la répartition des sénateurs, nouvellement élus au sein des commissions permanentes. Nous avons renouvelé le bureau du Sénat, mais aussi les commissions. Les nouveaux sénateurs qui ont été élus ont été affectés dans les différentes commissions afin que le travail puisse être dynamique. Nous sommes une jeune institution en voie de construction. Nous faisons l'obligation de respecter nos textes. Il y avait des circonstances exceptionnelles. On vient de réparer cela et de corriger cela. Nous sommes au travail pour bâtir la Côte d'Ivoire. Les nouveaux membres du bureau mesurent bien leurs nouvelles responsabilités. C'est un honneur et c'est quelque chose d'historique pour moi parce que nous faisons partie des premiers sénateurs de la Côte d'Ivoire moderne et tout acte et toute position que nous avons dans ce Sénat est quelque chose d'historique pour le futur et pour ceux qui demain prendront la relève parce qu'on aura donc une relève et ceux-là vont se référer à nous qui avons été les pionniers. Je crois que le président nous a donné des conseils et je dis que je me mets à la disposition du président pour accomplir le devoir qu'il m'a confié. Le mandat du bureau du Sénat arrivé à échéance depuis le 26 juillet dernier n'avait pu être renouvelé. Il avait été convenu de différer son renouvellement après les élections sénatoriales partielles. Avec les nouveaux sénateurs élus, la composition du Sénat s'établit désormais comme suit.
sénateurs RHDP, 80, sénateurs PDCI, 16, sénateurs non apparentés, 2. Quant à l'effectif total des sénateurs, il s'établit actuellement à 98 au lieu de 99, dans l'attente de la nomination d'un sénateur en remplacement du vice-président Charles Providence Gomis, décédé en juillet dernier à Paris. C'est l'émoi et la consternation à Guéibli, dans l'ouest ivoirien. Tôt ce matin, aux environs de 4 heures, le poste mixte de Thiémesson, sur l'axe Djokwe-Bongolo, a été attaqué par des assaillants. Un militaire et un agent des eaux et forêts ont été tués au cours de cette attaque. Une enquête est en cours et la collaboration des populations est souhaitée par les forces de sécurité. Les précisions de Salif Yadekwe. Le poste mixte de Thiémesson, à 9 km de Guéibli, sur l'axe Djokwe-Bongolo, dans l'ouest ivoirien, a été l'objet d'une attaque tôt le mercredi, aux environs de 4 heures. Selon des sources militaires, l'attaque serait venue des assaillants à moto. Bilan, 2 morts, notamment un élément de la gendarmerie et un agent des eaux et forêts. Une enquête a été ouverte. Pour l'heure, le calme est rétabli, mais les populations sont dans l'émoi et la consternation. Le président des jeunes de la localité a appelé ses pairs à collaborer avec les forces de l'ordre pour mettre le grappin sur les assassins. Nous, jeunes de Djirouzon, je peux aussi impliquer même la jeunesse de Gengo-Srapan parce que le corridor est entre les deux villages et surtout même les jeunes de la structure de Guéibli pour que nous puissions collaborer ensemble avec nos forces de l'ordre. Pour que ensemble, pour que les forces de l'ordre puissent mettre la main sur ces personnes-là. Nous ne sommes pas de la gendarmerie, nous la police, mais seulement nous avons la peur. Voilà. Nous, notre mission, c'est de collaborer avec les forces de l'ordre. L'identité et les motivations des assaillants ne sont pas pour l'instant connues. L'accès à l'eau potable et à l'électricité aux services sociaux de base n'est pas toujours évident dans certaines localités de Côte d'Ivoire. Nos reporters se sont intéressés au cas du village Brekim dans la sous-préfecture de Pakobo. Comme vous le verrez à l'image, ce village de 1000 âmes a une seule pompe villageoise. Il ne possède pas de centre de santé, si bien que les populations sont obligées de traverser le fleuve Inzi, principal canal, pour se rendre au centre de santé des villages voisins. Des traversées périlleuses qui finissent quelquefois dans le drame. Nadia Idja, Eric Kimo. Dans la sous-préfecture de Pakobo, à une vingtaine de kilomètres de l'autoroute du Nord, se trouve en plein cœur de la nature le village de Brekim. Dès l'accès, le comité d'accueil improvisé par les enfants exprime la chaleur qui caractérise les habitants de ce hameau. Mais derrière ce bonheur apparent se cachent des problèmes les plus insoupçonnés. Ici, la vie quotidienne est pénible, faute d'infrastructures de base. Et cela commence par l'eau, source de vie. On a des difficultés ici à Brekim, compte tenu de l'eau. Vous voyez la pompe, c'est une seule pompe. Nous, les femmes, sommes beaucoup. La seule pompe là ne nous suffit pas. Une seule pompe villageoise pour les quelques 1000 âmes que compte le village. Recueillir de l'eau est un exercice laborieux pour ces femmes, appelées à être de bonne heure sur le chemin des champs. Si tu n'es pas levé à 3h du matin, à 4h du matin, si tu viens à 6h, là, tu ne peux pas avoir l'eau. En cas de défaillance de la pompe, c'est ici dans ce cours d'eau, aux teintes brunâtres, que s'abreuvent les populations. Chaque 3 mois, notre pompe là, c'est en panne. C'est ici on vient prendre l'eau. Avec la couleur de l'eau, on ne sait pas comment il faut faire pour boire, pour donner à les enfants, tout ça là. Mais on est obligé de le faire avec. Pour y accéder, pas toujours évident, surtout en saison de pluie. Et pourtant, ce fleuve est le principal canal pour joindre le centre de santé dans le village voisin et il y a encore quelques années, l'école. Nous avons des difficultés pour pouvoir nous rendre à l'hôpital. Que ce soit un mal de tête, un mal de ventre ou nos femmes ont pris de la grossesse pour aller à leur visite prénatale jusqu'à l'accouchement, il nous faut passer par ce fleuve. Tu es obligé que ce soit à 2h, 3h du matin. Des traversées périlleuses qui ont quelquefois fini dans le drame. Des décès, on ne peut pas chiffrer. L'année 2018, on a eu une pirogue qui a été chavirée entre la traversée de Mofou et Brekim. Et malheureusement, il y a eu près de 7 morts sur le champ. 7 morts d'élèves en 2018. Une situation tragique qui a conduit les habitants à s'offrir sur fonds propres une école. Dans les 3 salles érigées s'alternent les 6 niveaux du cycle primaire, avec seulement 2 enseignants pour 128 élèves en 2020. Ils font double vacation, l'autre part le matin et l'autre dans l'après-midi.
le bénévole a pris 2 classes et le maître titulaire, le directeur, 4. Et si la rentrée scolaire est officiellement entamée depuis le 13 septembre sur l'ensemble du territoire national, à Bréquim, les élèves devront prendre leur mal en patience. On a fait la demande, on est dessus. Ils ont affecté les enseignants titulaires, on n'a pas eu, donc on est au stade des stagiaires qu'on attend. Eau, hôpital, école et aussi électricité. Si obtenir l'énergie est un luxe auquel ne peuvent prétendre les habitants de Bréquim, ces derniers espèrent acquérir les infrastructures indispensables pour leur survie. C'est toujours le dispensaire, un centre de santé et l'école. Parce que sans l'école, sans la santé, on ne peut rien faire de bon. Leur regard reste tourné vers les personnes et organisations de bonne volonté, mais surtout vers l'État, qui a mis au cœur de sa politique gouvernementale l'amélioration des conditions de vie des populations à travers un programme qu'il a appelé la Côte d'Ivoire solidaire. Les sites d'information de Côte d'Ivoire seront bientôt labellisés. Objectif, assainir le secteur de la presse en ligne et lutter efficacement contre les fake news. Le réseau des professionnels de la presse en ligne de Côte d'Ivoire, initiateur du projet, compte labelliser 10 sites d'information sur les 130 présents en Côte d'Ivoire. Il s'agit bien sûr d'une phase pilote. Les journalistes étaient en conclave pour déterminer les critères de labellisation grâce à l'appui financier de l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. Les précisions de Brice Nyanwa. Promouvoir les sites d'information crédibles, assainir le secteur de la presse en ligne et lutter efficacement contre les fake news. Tel est l'objectif de cette rencontre entre acteurs de la presse en ligne et leurs partenaires. Le réseau des professionnels de la presse en ligne de Côte d'Ivoire compte procéder à la labellisation des sites d'information crédibles. Pour commencer, 10 sites d'information sur 130 sont concernés dans cette phase pilote. On s'est dit qu'il faut avoir une durée d'existence d'au moins 3 ans. Il faut utiliser au moins 2 journalistes professionnels parce que l'idée de ce projet, c'est d'arriver à professionnaliser notre secteur. Et pour professionnaliser le secteur, il faut s'appuyer sur des professionnels formés pour, n'est-ce pas, ce travail, cette profession. C'est un projet qui a une phase pilote qui va durer juste 6 mois. Et à l'issue de ces 6 mois, on va évaluer, faire le bilan. Si les résultats sont probants et satisfaisants, c'est sûr que nous aurons d'autres partenaires qui vont venir nous aider à amplifier ce processus. 12 500 000 francs CFA, c'est le montant qui servira à la réalisation de cette première phase de labellisation. Et nous, comme partenaires internationaux, nous soutenons eux en réalisant leur but de lutter contre la mésinformation et la désinformation. Il faut saluer l'initiative du REPRELSI. On ne peut que jeter les bases de la discussion aujourd'hui. Il va falloir certainement se retrouver à d'autres occasions pour approfondir les débats. Parce que les enjeux sont importants. Ils sont à la fois politiques, économiques et financiers. Ils sont aussi humains. Avec les décisions qui ont été prises ici et l'information du public, il saura qu'un site qui n'affiche pas un certain logo de reconnaissance doit être vu avec distance et prise avec des pincettes. Cette séance de travail, qui a réuni plus de 40 participants, s'est achevée par l'adoption des mécanismes pour la labellisation des sites d'information et l'actualisation de la grille de lecture de l'OMENSI, Observatoire des médias numériques de Côte d'Ivoire, organe technique d'autorégulation du REPRELSI, afin de professionnaliser et crédibiliser les médias numériques ivoiriens. Abordons les questions éducatives avec cette récompense des meilleurs élèves de la région des Grands Ponts à l'occasion de la 5e édition du prix d'excellence de cette région. Les 5 premiers dans chaque catégorie sont récompensés. Et cette 5e édition a enregistré au total 17 récipiendaires. Brice Nyanwa, Eric Kimou. Enseignants, parents et élèves, personnel administratif, mobilisés au lycée moderne Le Boutou de Dabou à l'occasion de la 5e édition du prix d'excellence de la région des Grands Ponts. Initiée en 2016 par le Conseil régional, cette récompense des 5 premiers du CEPE, du BEPC et du BAC célèbre les élèves qui se sont distingués par leurs résultats. Nous voulons que nos jeunes, notamment nos enfants, depuis l'école primaire jusqu'au secondaire, en terminale, puissent être brillants. Soit des enfants d'excellence.
à l'école et partout où ils vont. Donc c'est la raison fondamentale de la mise en place de ce prix qui célèbre et qui récompense donc les meilleurs élèves de la région des Grands Ponts. Cette année, comme la tendance nationale, il y a eu une baisse. Mais il faut dire que Dabou a tiré son épingle du jeu parce que nous sommes autour de 39% au niveau du bac. Ces lauréats ont bénéficié d'ordinateurs, de kits scolaires et de dons en nature. C'est un grand honneur. Je n'aurais jamais imaginé ça. J'espère avoir un autre qui sera plus supérieur que celui que j'ai eu aujourd'hui. L'excellence, ce n'est pas évident. Mais je pense qu'avec ce genre de cérémonie, ça va fouetter l'orgueil des autres élèves. Et je pense qu'au fur et à mesure, on aura des enfants qui seront excellents dans ce qu'ils font. 2 autres élèves ont bénéficié d'un prix spécial portant à 17 le nombre d'élèves récompensés cette année. Si cette 5e édition n'a pu se tenir l'an dernier en raison de la Covid-19, c'est dans une belle ambiance qu'elle s'est déroulée cette année. Toujours en éducation, cette volonté des parents d'élèves et étudiants de s'impliquer dans les états généraux de l'éducation avec des propositions qui permettront de redorer le blason de l'école ivoirienne. L'organisation des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire a réuni tous les acteurs du système éducatif pendant un colloque pour réfléchir sur les maux qui minent l'éducation et faire des propositions concrètes. Le reportage de Jean-Michel Kouadio et de Tanguy Konan. L'Organisation des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire a organisé un colloque national autour du thème « Le rôle des parents d'élèves et étudiants pour une gouvernance participative efficace du secteur éducation-formation ». Des experts, au nombre de 60, ont réfléchi sur l'évolution de l'école de 1960 à nos jours, le diagnostic des maux de l'école et les niveaux d'implication des parents d'élèves. Objectif : proposer des solutions afin d'améliorer la qualité du système éducatif ivoirien. Les étudiants, même des personnalités qui sont dans leurs fonctions, font beaucoup de fautes. Cela fait partie de la baisse du rendement de l'école même en général. Nous avons travaillé sur ces mots-là et fait aussi un bilan de l'école depuis 1960 jusqu'à nos jours. Ce colloque est bienvenu. Nous, les parents d'élèves et enseignants, tout le système aussi est en faute. Donc il faut que nous nous mettions aux côtés du ministre, notre ministre qui se bat pour élever les niveaux. Kadio Aka-Claude, président de l'OPC, lui, fait un plaidoyer auprès du gouvernement. Nous souhaitons qu'on nous appuie financièrement en nous octroyant une subvention. Nous voulons également qu'on tienne compte des résolutions de ce que nous avons fait dans les états généraux. Le 21 août dernier, s'est tenu un pré-colloque au groupe scolaire EPP Gonzagueville, avec pour objectif d'inciter les parents d'élèves à s'impliquer dans les prises de décision dans les états généraux de l'éducation nationale en faisant des propositions concrètes pour l'amélioration de l'école. Autre raison, attirer leur attention sur les comportements et les styles éducatifs à adopter pour la réussite scolaire. Ouvrons une page artistique avec un jeune dessinateur hyper réaliste. L'hyperréalisme est un courant des arts plastiques apparu aux États-Unis à la fin des années 60 et caractérisé par une interprétation quasi photographique du visible et avec une intention de critique. Konon Cephas, 27 ans, a quitté un emploi bien rémunéré il y a 4 ans pour vivre sa passion. Il rêve d'avoir son propre studio et de faire des expositions dans des musées contemporains des États-Unis. Le reportage de Jean-Michel Kouadio et de Kimou Eric. Koumassi Terminus 03, Carrefour sans fil. Konon Cephas est un jeune artiste togolais spécialisé dans le dessin hyper réaliste. Après son BTS en marketing, il travaille dans une structure financière durant 4 ans. La 4e année, il plaque tout et décide de vivre de sa passion, le dessin, contre la volonté de son père. Sans avoir fait une école d'art, il se met à faire des portraits à l'aide d'un crayon. Du Togo, en passant par le Bénin, Cephas se retrouve en Côte d'Ivoire, son pays de choix. Arrivé il y a 2 ans, il s'est installé depuis décembre dernier dans un coin de la rue. Je me suis lancé dans le portrait hyper réalisme. J'avais fait à la base une école normale, ensuite j'ai fait mes études supérieures en marketing. Et puis voilà quoi. Le vieux, ça a dit mon papa voulait que je travaille en entreprise quoi. Je travaillais dans une structure financière
pendant 4 ans. Mais arrivé à un autre moment, je savais que ce n'était pas ça mon truc. Donc j'avais donné ma lettre de démission. Donc je n'ai jamais fait d'école d'art ou bien rien de cela. Donc, depuis tout petit, je dessinais naturellement, donc j'ai perfectionné ça. Pinceau, crayon graphite, pierre noire, fusion, gomme, des outils qui suffisent amplement pour la réalisation de ces créations artistiques qui varient entre 35 000 francs et 200 000 francs. Aujourd'hui, il n'a aucun regret. Il arrive à se prendre en charge. À travers son art, il s'attaque aux maux de la société. Il y a un format le plus petit, 35 000, le moins 75 000, et le grand c'est 200 000. Ça commence à aller un peu par rapport au début, puisque le début de toute chose c'est beaucoup de difficultés, mais j'ai su garder la tête haute. Maintenant, je pense que ça va. Pour les clients, le travail est bien fait. Ça me plaît très bien. Même il y a d'autres encore, je vais commander encore chez lui parce qu'il fait très bien les posters. Le prix est élevé, mais ça dépend de la qualité, en fait. Quand c'est élevé, là, le gars aussi se concentre dessus pour bien faire. Aujourd'hui, le plus grand rêve de Cephas est d'avoir un studio propre à lui où il pourra mieux exploiter son talent. Il ambitionne faire des expositions dans les plus grands musées contemporains des États-Unis. Et c'est sur cette note artistique que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain, vous retrouverez Mélina Makissi. Bonne suite de programmes sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Prenez soin de vous.